Philanthropie, le magazine de la Fondation du judaïsme français. Préparé et présenté par Véronique Elfmals et Perrine Simon-Naou. Pour conclure en beauté cette année 2024, nous avons le plaisir d'interviewer un des partenaires privilégiés de la Fondation du judaïsme français qui, grâce à son engagement, sa véritable expertise en matière de philanthropie, permet à la Fondation du judaïsme français de remplir avec succès ses nombreuses missions. Nous avons donc l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Maître Laurent Mazeri. Bonjour. Bonjour Véronique. Notaire parisien qui a créé, je crois, le premier pôle dédié à la philanthropie au sein d'un office notarial. Absolument. Précurseur, vous nous expliquerez en quoi cela consiste précisément au cours de l'émission. Mais vous êtes également spécialiste, je crois, de propriété intellectuelle dans les domaines littéraires et artistiques, mais vous êtes concentré ces dernières années dans le secteur de la philanthropie. Comme nous l'observons au fil de nos émissions, votre métier, cher maître, dépasse largement l'idée que l'on s'en fait communément. Pouvez-vous nous raconter en quelques mots, dans votre cas, comment vous êtes orienté vers cette profession? Je crois, me semble-t-il, que c'est une tradition atavique. Ah, effectivement, ça va être un long récit, mais j'avais dans ma famille un arrière-grand-père qui était notaire. Donc, quand j'ai fait mes études, notamment mes études de droit, j'avais toujours un peu une petite affection pour le notariat en tant que tel. Et puis, les hasards de l'existence ont fait que, une fois que j'ai obtenu mon diplôme, à l'époque, on devait encore faire son service militaire. Donc, j'avais l'intention de faire une pause justement pour faire ce service militaire dans des conditions tropicales qui avaient l'air sympathiques. Et puis, Chirac ayant supprimé le service militaire pile à ce moment-là, je me suis retrouvé à chercher du travail. Et puis, j'avais 26 ans, j'avais pas forcément envie de retourner tout de suite travailler dans le notariat. J'avais envie de voir un peu autre chose et j'ai eu une opportunité de poste dans une importante fondation française. Et là, j'ai découvert un univers. Donc, je m'occupais de ce qu'on appelle les libéralités, c'est-à-dire en gros tout ce qui est ressources qui implique un notaire, donc les legs, les donations. Et j'ai vraiment découvert l'univers de la philanthropie en tant qu'outil de gestion de patrimoine, puisque la fiscalité française, les règles de droit françaises font que les fondations, la philanthropie peuvent servir comme une sorte de trust en fait. Parce que vous soulignez peut-être qu'en France, on paye de forts impôts. Exactement. Et peut-être que ce que vous nous expliquez, c'est que tous ces mécanismes de déduction fiscale nous permettent en fait d'alléger l'assiette fiscale en faisant de la philanthropie. Donc c'est merveilleux. Voilà, c'est exactement ça. On est dans un monde parfait. Voilà, le monde de la philanthropie française est effectivement un monde tout à fait intéressant puisque comme on a une fiscalité du patrimoine qui est parmi les plus lourdes du monde, on a également une fiscalité de la philanthropie qui est une des plus attractives au monde finalement. Et on va dire que plutôt que de faire une économie d'impôts, puisque à la fin, quand même, quand on donne, on se dépouille. L'avantage fiscal est rarement supérieur au gain patrimonial que l'on en tire. Mais la philanthropie permet une organisation patrimoniale avec un cadre fiscal intéressant. Et ça permet un peu de réfléchir une partie de ses impôts, faire des causes que l'on choisit. Ça permet aussi de faire porter son patrimoine, notamment lorsqu'on a des personnes vulnérables dans son entourage et qu'on souhaite un peu que ce soit un tiers qui puisse gérer leur argent pour éviter que tout ne soit dilapidé. Voilà, la philanthropie sert aussi à ça. Alors vous êtes en train de nous dire que j'essaye d'être un peu, en étant un peu béotienne, que l'argent qui devrait aller à l'intérêt général, qui est l'argent de nos impôts, en fait va encore d'une autre manière à l'intérêt général ou à l'intérêt particulier, mais on est dans des causes ou on est dans des personnes. Exactement. Donc en fait, cet argent, c'est pas de l'argent qui est détourné de l'État, c'est de l'argent qui, d'une autre manière, on l'a vu avec Notre-Dame de Paris, on peut pas prendre un plus bel exemple tout récemment. Donc c'est de l'argent qui va aussi à de l'intérêt général, mais autrement. C'est un peu ça? C'est ça. D'ailleurs, il y avait une étude de la Fondation de France il y a une quinzaine d'années où il montrait que pour 1 euro dépensé au travers d'une fondation, d'une association, si l'État devait reprendre à son compte la même mission sociale, ça coûterait 3 euros. Donc on voit vraiment D'accord. Donc là, vraiment, l'efficacité. donc ça veut dire que quand on est un individu,
on participe, on devient un acteur philanthropique, on peut aider ses concitoyens, on peut aider son pays, et puis l'argent reste généralement sur le territoire français, ce qui est important aussi, à part quand c'est de l'humanitaire, dans des cas très particuliers, mais sinon, on aide vraiment les citoyens français. Exactement. Alors, pour revenir, on va revenir plus longuement après, puisque la Fondation du judaïsme français, comme vous le savez si bien, abrite 87 fondations abritées. Donc, on va revenir sur le rôle des fondations abritées et comment on peut, en tant que particulier, bénéficier de ces déductions fiscales en aidant l'autre, puisqu'on est dans une émission de philanthropie. Mais tout d'abord, comment vous définiriez le métier de notaire? Quels sont les points forts pour vous de ce métier? Et je crois que l'humain est très important. C'est ça aussi. Alors que c'est peut-être pas l'image qu'on en a, l'image d'Épinal. Oui, c'est vrai que l'image d'Épinal de notaire est jamais très flatteuse. On n'a qu'à le voir au travers des films et de la littérature. Il n'en reste pas moins que c'est un métier qui est avant tout humain. Alors, je laisse de côté les confrères qui s'occupent principalement de promotion immobilière, enfin, de ce qu'on appelle l'immobilier complexe, que là, on est sur des grands comptes, donc c'est pas la même chose à mon sens que d'aider des particuliers dans leur vie quotidienne. Mais effectivement, c'est une vraie démarche d'aide dans la vie quotidienne. Parce que à chaque fois qu'on intervient, ce sont toujours dans des étapes clés. Le mariage avec le contrat de mariage, le divorce, l'achat du premier bien immobilier, l'héritage. Bon, ce sont toujours des moments importants dans la vie des Français et des moments qui, pour la plupart, sont source de stress aussi. Je crois qu'il y a une étude qui avait montré que ce qui était le plus stressant dans la vie, c'était quand on achetait un bien immobilier, parce qu'effectivement, ce sont des montants quand même qui sont assez importants. Donc, le rôle du notaire dans ce cas-là, je dirais, est d'abord humain. J'ai souvent coutume de dire qu'on fait presque plus de psychologie que de droit. Et effectivement, ensuite, juridique, bien évidemment, puisque le notaire est garant de l'authenticité des actes qu'il passe, c'est-à-dire de leur exactitude et des qualités qui en découlent. Donc, effectivement, c'est un métier qui appelle à une grande rigueur. Et vous rentrez à des moments clés de la vie. Vous avez parlé l'achat immobilier, mais c'est aussi le mariage, c'est aussi les décès, les successions, donc ce sont les donations, ce sont les moments très forts de la vie où on se sent un peu parfois ou très heureux et on ne sait pas très bien, je parle du mariage, où on est complètement démuni, et une période où on est aussi affaibli. Ah oui, on accompagne C'est un accompagnement, oui. À toutes les étapes de leur vie, avec parfois dose d'intimité que même nous, on peut être surpris de rentrer dans ce détail de la vie intime de nos clients. Mais ça veut dire aussi qu'ils ont besoin de se confier. Une de mes clientes me disait que finalement, le médecin maintenant, ça dure un quart d'heure. Les prêtres, on les voit quasiment plus, ou les rabbins. Et finalement, le notaire reste un des derniers confidents. Il m'arrive régulièrement qu'à la fin de rendez-vous, on me dise au revoir docteur, voire une fois au revoir mon père. Ça c'est mon assez record, cocasse, c'est vrai. Donc ça montre bien effectivement à quel point les gens aussi ont besoin de parler et de se confier, et on se retrouve à être le témoin de toutes les histoires familiales, les petites rivalités qui peuvent exister, parfois les grandes rivalités. Alors ça c'est le notaire, j'ai envie de dire, classique. Oui. Mais vous avez ajouté une pierre à l'édifice où vous avez un éventail plus large qui est l'éventail de la philanthropie. Alors, puisque vous êtes je vous ai présenté comme précurseur d'avoir une étude dans la philanthropie, quelle est votre spécificité et quel est votre quotidien en réalité en tant que notaire philanthrope, j'ai envie de dire. C'est joli. Exactement, c'est un vaste sujet. Donc en fait, pour reprendre ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai passé 12 ans à la tête du service LEG d'une grosse fondation française, et ce qui m'a fait découvrir tout cet univers, puisque je n'avais que mon diplôme de notaire en arrivant là-dedans, et voyant que tous ces sujets de philanthropie mobiliser des avocats, des fiscalistes, des banques, etc. Enfin, tous les métiers du patrimoine. Et que les notaires, visiblement, ne s'y intéressaient pas tant que ça, j'ai eu l'idée de créer un pôle dédié à la philanthropie au sein d'une étude à Paris. Plein cœur de Paris, près de Notre-Dame. Voilà, exactement. En plus, donc, au début, j'étais chez une autre étude que j'ai quittée en 2021 pour monter ma propre étude, où on est effectivement au cœur de Paris, juste à côté de Notre-Dame. Et l'idée, c'était que tous ces actes de philanthropie impliquent
forcément à un moment donné un acte notarié, puisqu'on en parle de testament, on parle de donation. Alors là, c'est des mots importants. Voilà. Donc, il y a succession, Mhm. donation, fondation. Voilà, C'est ça? c'est ça. Donc, on parlait tout à l'heure de fondation. Mm. Donc, la fondation du judaïsme, qui est reconnue d'utilité Mhm. publique, abrite 87 fondations à ce jour. Qu'est-ce qu'une fondation abritée et pourquoi on a envie de créer sa fondation, à votre avis? Quelles sont les motivations que vous rencontrez chez vos clients? Alors, sur un strict plan juridique, une fondation abritée, c'est un compte ouvert dans les livres d'une fondation dont les statuts le permettent. Et ce compte est ouvert au moyen d'une libéralité à charge, c'est-à-dire qu'on donne quelque chose à la fondation, à charge pour elle de créer un compte qui va retracer la vie économique de ce fonds, de cette fondation abritée. D'accord. Et depuis la loi de 87, ce terme de fondation abritée est protégé. Donc seules les fondations qui ont cette capacité Abritante? peuvent abriter des fondations et que ces comptes dont je vous parle puissent s'appeler fondations. Donc ça veut dire qu'il faut l'affectation d'un patrimoine à une cause d'intérêt général, hein, c'est la définition de la fondation, avec cette notion d'abri qui fait qu'une fondation abritée n'a pas de personnalité morale. Elle s'appuie sur la personnalité morale de la structure qui l'accueille. Comme nous le faisons à la Comme Fondation vous le du faites à la judaïsme Fondation français, où nous sommes la personnalité Voilà. morale de toutes nos de fondations. toutes vos fondations. Alors, ce qui est intéressant, c'est quelles sont les motivations pour créer une fondation? Parce que nous, on a reçu ces 3 Mm. dernières années, notamment dans Mm. cette émission, de nombreux fondateurs. Ils ont tous une spécificité. Il y a quelque chose Bien sûr. qui est très important. Mm. Vous, qu'est-ce que vous rencontrez dans votre étude, dans l'antre de votre étude? Ah bah c'est effectivement toujours on parle d'un sujet éminemment personnel. Donc les gens sont touchés par des drames dans tous les domaines et donc ça peut être la maladie, la vieillesse, l'isolement, le goût pour la culture, bon qui n'est pas un drame en soi, mais en tout cas qui peut venir égayer la vie de beaucoup de monde. Et bah, ces personnes décident d'affecter une partie de leur patrimoine à ces causes qui leur tiennent à cœur. Et parmi tous les moyens d'engagement possibles, la Fondation Abritée permet non seulement d'avoir une structure à son nom sur laquelle on va pouvoir un peu décider de la façon dont les fonds vont être dépensés, choisir les projets et s'impliquer si on le souhaite, mais en plus bénéficier d'un service clé en main, puisque comme cette Fondation Abritée n'a pas d'autre existence morale que celle de la structure qui l'accueille, eh bien, la fondation abritante va apporter tous les services de back-office, voilà, l'expertise, l'instruction de la projet, comptabilité, la voilà, gestion, toutes ces choses-là, tout ce que nous qui sont offrons, éminemment précieuses. la communication. Voilà, pour ne laisser aux fondateurs finalement que le meilleur, c'est-à-dire choisir les projets, s'impliquer et faire progresser finalement la société au travers des projets. Alors, vous pouvez nous donner l'exemple d'une fondation qui vous a touché peut-être ou qui vous a semblé Oui. différente? Parce que nous, à la Fondation, il y en a beaucoup sur la culture. On a 3 Mhm. domaines d'expertise, Mhm. donc la mémoire de quelqu'un. Mhm. Est-ce que vous avez une fondation là qui vous touche ou qui semble être représentative de toutes les fondations, de ce que vous voyez le plus? Alors moi, Et les déductions fiscales qui oui. sont intéressantes parce Oui, oui. que c'est aussi le Ah, nerf. c'est une motivation. C'est sûr que je dirais que c'est pas la motivation première, parce qu'en Non. principe, quand quelqu'un a envie de s'engager pour une cause d'intérêt général, il cherchera toujours un moyen de le faire. L'avantage fiscal, c'est ce qui va permettre de donner plus, de donner mieux, de donner sur du C'est plus ça. long terme. Voilà, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Ça ne fait pas tout. Et pour répondre à votre question, alors, je n'ai pas de cause particulière. Voilà, moi, je trouve que toutes les causes sont intéressantes Oui, et parce que que elles sont le fruit le fruit d'une histoire personnelle. voilà, et hein. que je trouve que c'est tout aussi noble de s'engager pour la cause animale que pour Tout à fait, l'environnement ou ce qu'on voudra, à partir du moment où ça résulte d'une histoire. Enfin, il y a toujours une bonne raison pour que les gens s'engagent et je trouve que toutes ces raisons-là sont éminemment respectables. Non, ce qui m'avait le plus touché, pour répondre à votre question, c'est une démarche d'une famille. C'est effectivement une des premières, ce qu'on appelle maintenant les fondations familiales, qui Oui. sont quelque chose qui s'est bien développé et qui devient un peu à la mode, j'ai envie de dire. Mais voilà, Cette ça quête faisait de sens qu'on a voilà, aussi.
Ouais, et là, c'était à l'époque où ce mouvement des fondations familiales n'était pas encore vraiment lancé et donc j'ai une dame un jour qui est venue me voir parce que, elle avait reçu de sa famille une donation importante et elle avait pas besoin de tout l'argent qui lui avait été donné, donc elle avait l'intention d'en donner une partie pour faire une fondation. Elle avait des thématiques qui lui portaient à cœur, qui étaient plutôt des thématiques environnementales et puis finalement, comme, ce qu'elle donnait impliquait d'avoir aussi l'intervention de sa famille, ben, un de ses frères, s'est intéressé au sujet et puis du coup a dit que finalement c'était très bien ce que faisait sa sœur et donc il a eu envie lui aussi de donner, mais pour d'autres causes, qui étaient plutôt sur le développement des pays, du Maghreb. Et puis du coup, bah, les parents ont trouvé que c'était très bien aussi et puis, bah, ils ont eu envie de donner, pour, une autre cause encore qui était la reconstruction de l'ex-Yougoslavie à l'époque. Et ce qui fait que cette famille s'est retrouvée au travers de cette fondation où chacun a pu, intégrer l'objet qui lui tenait à cœur au sein de la même structure. C'est un peu aussi l'intérêt des fondations abritées, c'est qu'on peut vraiment faire des outils sur mesure. Mais il faut être très précis quand même, Voilà, il faut être précis. juridiquement, Oui. et c'est tout l'intérêt des juristes qui Oui. travaillent, etc. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Non, Une fois qu'on a défini un objet, il faut Mmh. que ce soit très précis exactement. et ça doit être affecté à cette cause. Exactement. Et c'est la responsabilité de la fondation abritant fait. de s'assurer que toutes ces causes-là sont bien respectées. Et donc, moi, ce qui m'avait touché, c'est que chacun était un peu spécialisé dans son domaine, mais du coup, souhaitait avoir le regard des autres sur les projets qu'ils voulaient financer et ils ont enrichi comme ça leur cercle familial, leur relation de famille en s'intéressant mutuellement aux causes des autres. Et donc, une entraide et une Voilà. meilleure connaissance d'autrui, Voilà, autre- en se disant, autre bah, de la en famille. plus, en décorrèlant un peu les choses, parce que tous n'avaient pas apporté les mêmes sommes, et puis bah, finalement, s'il y avait un projet qui plaisait à tout le monde, bah, ça dérangeait personne de le financer un peu plus que les autres, alors même que Donc un vrai projet familial. un vrai projet familial. Et ça, je vais pas dire que ça a reconstruit cette famille, parce que cette famille n'est pas était déjà détruite. finie, voilà. Oui. Mais en tout cas, ça les a scellés autour de ce projet-là. Et après, c'est vraiment ce qu'on a retrouvé par la suite quand ce mécanisme des fondations familiales s'est développé, et on voit maintenant régulièrement des parents qui créent des fondations en y associant leurs enfants et dans l'idée effectivement qu'une Que les- partie du patrimoine familial revienne à cette fondation et ce qui permet de transmettre à leurs enfants à la fois un patrimoine et une fondation avec les valeurs qui vont avec. Voilà. Ce que vous dites, on le Mmh. retrouve beaucoup à la Fondation Judaïsme parce que nous avons beaucoup Mmh. de fondations dont ce sont les grands-parents qui avaient Mmh. créé, qui parfois sont décédés, dont les enfants ont Mmh. repris. Ce sont maintenant les petits-enfants qui Mmh. reprennent la fondation et on le voit Mmh. beaucoup à la Fondation Judaïsme. Alors quand on parle philanthropie et action, on pense aussi aux legs. Mmh. Aux legs qui sont aussi une partie importante, je crois, de votre travail. Mmh. Et là, qu'est-ce qui se passe quand j'ai envie de léguer et qu'il n'y a pas d'héritier? Comment est-ce que vous intervenez à ce moment-là? Est-ce que vous orientez les Mmh. personnes? Quel est votre rôle? Alors, Bien sûr, tout le monde y pense, Oui. mais malgré tout, on a beau y penser, parfois, on n'agit pas. Non, alors le legs est encore un sujet tabou, hein. C'est vrai que la mort, bon, même si c'est inéluctable et ça nous arrivera à tous, beaucoup ont du mal à se projeter sur cette situation-là. Ce qui fait qu'il y a encore beaucoup de successions qui sont pas préparées parce que, les gens ne font pas le Ça, nécessaire. vous le voyez beaucoup. Ouais, on le voit quand même régulièrement, je me rappelle plus enfin c'est plusieurs milliards qui repartent chaque année dans la caisse de l'État parce que les successions, n'ayant pas eu de de préparation ou de testament, bah, reviennent à l'État qui, in fine, est le dernier héritier lorsqu'on n'a pas de parents, jusqu'au 6e degré. Et là encore, c'est mieux d'avoir une cause. Là Ah oui. encore, c'est mieux de donner. Je crois qu'il y a Mmh. une fondation qui donnait un deuxième sens à la vie ou à sa vie. Ouais, en Euh, fait, c'était je sais plus quelle fondation avait comme slogan: «Léguer, c'est vivre 2 fois». Voilà, Voilà. donc c'est une manière Mmh. aussi de donner, de penser Mmh. aux autres. Mmh. Et aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais on Mmh. en parle, mais on ne le fait pas. Donc ça, vous le voyez beaucoup Oui. dans votre étude. Et Heu vous accompagnez alors beaucoup. Voilà. Donc, j'ai la chance d'avoir une clientèle qui vient me voir pour ça, puisque effectivement je suis connu pour la philanthropie. Donc, j'ai des clients qui viennent me voir en me disant: «Ben voilà, on n'a pas d'enfants, on voudrait léguer pour une cause», et puis, ben, qui peuvent avoir des desiderata plus ou moins précis, donc ils veulent voir ce qui est possible ou pas, parce que parfois on va nous
demander de mettre des clauses d'inaliénabilité sur un bien immobilier, d'avoir des charges un peu particulières. Et malheureusement, tout n'est pas envisageable. Donc, c'est bien d'avoir ces discussions-là en amont. Par exemple, j'avais un monsieur qui voulait léguer sa maison pour faire un centre d'accueil pour enfants. Et puis, bon, finalement, il a compris que c'était en termes de normes, de taille, etc., Très ça n'était compliqué. pas possible. Et il a fait un leg à une fondation pour financer des actions sociales au profit de vacances d'enfants. Voilà, Donc on en a fait, trouvé des vous solutions. apportez des Voilà. vous avec lorsqu'on a un projet, si je résume, Mmh, j'ai un projet, je sais pas tellement mmh, comment mmh, m'organiser, mais j'ai des éléments qui me mmh. motivent. Vous orientez votre clientèle, si on n'arrive pas à Mmh. l'organiser comme ça, vers d'autres orientations philanthropiques Voilà, également. on peut C'est-à-dire, leur dire, connaissant la palette oui, des mmh, outils c'est ça. philanthropiques, vous pouvez, vous, Mmh. aiguiller, Voilà, cette dire: «Bah, là, clientèle. ça va pas être possible, mais ça va être possible et on peut contacter, telle et telle personne». Voilà, donc on essaie effectivement de construire un projet philanthropique ensemble, donc c'est un peu la plus-value que j'ai en ayant travaillé à l'intérieur d'une fondation, donc je vois à peu près comment ça peut fonctionner aussi de l'intérieur puisqu'on part sur des sujets à long terme. Le legs ne prend effet qu'au décès, Bien sûr. donc forcément, quand les personnes viennent me voir autour de 50-60 ans, il leur C'était reste ma 20 question. ans, Vers voilà. quel âge commencent les gens à Alors, se préoccuper? les personnes qui peuvent être anxieuses ou être victimes de maladies, et cetera. Donc bon, les plus jeunes peuvent avoir autour de 40 ans. Je ne crois pas avoir eu de personnes plus jeunes qu'une quarantaine d'années. Mais en règle générale, on est plutôt sur des gens qui ont entre 60 et 70. Et puis voilà, après, je dirais qu'il n'y a pas forcément de limite. Et donc voilà, une bonne partie vient me voir en ayant un projet en tête, mais c'est vrai que beaucoup de personnes n'ont pas forcément de projet philanthropique, se posent la question de savoir ce que va devenir leur patrimoine à leur décès. Et c'est là où effectivement l'autre aspect du mécénat, enfin la philanthropie, qui est l'aspect fiscal, joue. Et effectivement, il y a certains mécanismes qui permettent de laisser à des neveux ou à des cousins exactement la même chose, voire même un peu plus que ce qu'ils auraient eu s'ils avaient été les seuls héritiers, tout en divisant l'impôt par un peu plus de deux et en réaffectant cette économie d'impôt vers une fondation, vers une cause d'intérêt général qui leur Est-ce que tient à c'est cœur. su ça? Alors, C'est c'est vrai malheureusement que pas la assez su. Fondation du judaïsme, c'est une de ses Oui, missions, mais oui. on essaye de le faire savoir. Mais comment est-ce qu'on pourrait plus communiquer là-dessus? Parce que ça semble essentiel. C'est tellement dommage de Oui. ne pas aller vers une cause. Nous, on le sait, mais Mm. on a envie on a envie de le crier, de dire. Et est-ce qu'il y a des moyens? Est-ce que dans les autres pays, vous pensez qu'on communique plus là-dessus, si vous avez connaissance, ou ça reste encore assez confidentiel et tabou en France? Parce que Oui. l'argent étant tabou, tout ce qui est lié à l'argent est un peu tabou. Ah bah là, Donc, on a deux tabous, c'est la mort et la mort l'argent. et l'argent. Voilà, Donc, là, on est sur les deux tabous. j'ai presque eu peur de vous poser la Oui. question. Non, non, vous avez des pays qui sont beaucoup plus détendus sur ces sujets-là, notamment la Belgique, qui a mis en place des plateformes incitatives pour que, en gros, l'idée, c'est en Belgique, c'est qu'avaient certains porteurs de projets, c'était qu'en gros, dans toutes les successions, il y ait au moins un leg pour une ONG en Belgique. D'accord. Et visiblement, ça marche plutôt pas mal. Mais ils ont moins ce tabou à l'égard de la mort. En France, c'est quand même plus dur. La plupart des fondations, des associations essaient de communiquer sur le leg et parlent notamment de ce mécanisme, hein, puisque en gros aujourd'hui, dès lors que vous n'avez pour seul héritier que des neveux et des collatéraux plus éloignés, c'est plus intéressant de passer par une fondation que de leur léguer le patrimoine en direct. C'est plus intéressant à deux titres. Le premier, c'est que ça permet Parce que Oui. l'imposition est énorme quand c'est Oui, des on est entre neveux. 55 et C'est ça, 60%. c'est considérable. Voilà. C'est, Mais au-delà de cette imposition, parce que même à la rigueur en ligne directe, mathématiquement, quand vous avez des enfants en ligne directe qui héritent qui commencent à payer les droits dans la tranche à 45%, et on parlait presque de 49% à un moment. Là, effectivement, même là, mathématiquement, ça devient intéressant, même quand on a des enfants, Les de enfants. passer par des fondations. Bon, après, il y a un aspect psychologique, c'est un peu plus difficile, mais bon, certains l'envisagent quand même. Mais pour rester dans un cas plus classique, qui sont d'avoir Quand on n'a pas des d'héritier neveux, direct, voilà, oui. neveux collatéraux, l'intérêt de passer par une fondation, c'est que d'abord, vous avez une structure qui va gérer la succession et qui va laisser aux proches en question
que de l'argent, voire quelques objets personnels ou un bien immobilier personnel, mais sans le stress de régler la succession droits dans de les 6 succession mois, de qui payer des peuvent droits être énormes. importants. Bon, voilà, donc ça permet aux Peuvent bénéficiaires de être recevoir du vertigineux net. quand Ah on oui, reçoit. 60%, ça va vite, hein. Et puis le deuxième aspect, c'est que ça permet en plus de donner du net, c'est-à-dire que quand vous héritez de la totalité d'un patrimoine, vous allez payer les droits sur la valeur du patrimoine à la date du décès, mais si vous mettez 6 mois pour vendre un appartement, bon, vous avez des charges à payer, vous avez quand même la gestion. Plus les droits de succession, donc on Voilà. croule sous les... Au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Oui. Donc, Alors, je suis la qualité, c'est désolée, intéressant. vous reviendrez nous parler Ah du oui, legs, j'allais vous dire. reviendrez, on pourrait vous écouter vraiment très longtemps parce que le sujet est passionnant et en plus vous le racontez de manière très didactique, donc on a l'impression que c'est archi simple, donc on n'a qu'une envie, c'est d'aller chez un notaire qui s'occupe de philanthropie. J'ai envie de dire pour vous, et ce sera pour conclure, quelle est la spécificité ou votre définition de la philanthropie, vous qui avez décidé de vous consacrer à cela? Alors moi j'ai une définition qui est très simple en fait, je pars de l'étymologie. Voilà, j'ai étudié le grec, j'aime bien le grec et c'est l'amour de son prochain en fait. Et je pense que et ce n'est que ça, et c'est tout un programme parce que voilà. Il suffit pas, une vie est presque trop limitée pour s'occuper des autres. Écoutez maître, merci beaucoup, on était ravis. Vous êtes très souvent et vous travaillez beaucoup avec la Fondation du judaïsme français, donc bien évidemment, on vous réinvitera. Merci avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Et en seconde partie d'émission, nous allons recevoir Laurence de Villers, philosophe, qui va être interviewée par Perrine Simon-Naoum. Laurence de Villers, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous êtes spécialiste de Pascal et de la philosophie du XVIIe siècle. Vous avez publié de nombreux ouvrages universitaires, mais aussi ouvrages plus grand public, comme on dit. Récemment, je donne quelques titres. Être quelqu'un de bien, la philosophie du bien et du mal aux éditions PUF en 2019, mais aussi Guérir la vie par la philosophie en 2017, Petite philosophie de la mer en 2022. La splendeur du monde, aller à la rencontre de la beauté plus dernièrement. Vous êtes donc un auteur prolifique, je dirais, mais vous êtes aussi un auteur sensible. Et c'est sans doute ce qui vous a porté à la publication de l'ouvrage pour lequel nous vous recevons aujourd'hui, que vous dirigez avec Laurence Hansen-Love, ouvrage passionnant intitulé « Ce que la philosophie doit aux femmes », mais je lis aussi son sous-titre « L'histoire oubliée de la pensée des origines à nos jours ». Cet ouvrage a suscité un assez grand nombre de polémiques, ce qui montre que le sujet n'est pas anodin, mais nous ne pouvions passer à côté, je dirais, dans cette émission, pour comprendre comment l'attention portée aux femmes, sur les femmes en philosophie, permet, je dirais, non seulement de combler peut-être certaines lacunes de notre savoir, mais aussi de réorganiser celui-ci. Et c'est en cela que je disais que vous êtes un auteur sensible, à la plume sensible, car il ne s'agit pas seulement, à mon sens, d'amener les lecteurs et nos auditeurs à élargir leur regard, mais plus encore, je dirais, de leur proposer de revisiter l'organisation des sciences sociales et des savoirs en général, pas seulement donc de restituer aux femmes une place qu'elles n'ont pas eu loisir d'occuper, mais de montrer comment elles élaborent, à l'endroit où elles sont, une philosophie qui répond peut-être à d'autres critères que celle des hommes. Alors peut-être la première question que je vous poserai est assez bateau, mais ça permettrait de prendre l'ampleur en fait de l'entreprise et du message qu'elle veut faire passer, du regard qu'il faut porter sur elle. Donc si vous pouvez présenter tout simplement cet ouvrage, je dirais en 3-4 minutes. Alors le point de départ de l'ouvrage, c'est l'étonnement avec lequel nous avons constaté, Laurence Hansen-Love et moi, que pour la première fois en 2003, une femme entrait dans le programme de classe de terminale en philosophie. 2003. Une seule femme, Hannah Arendt. Et puis en 2019, 5 autres femmes, Beauvoir, Anscombe, Murdoch, Hersch. Et là, j'ai un trou, vous voyez? Et c'est significatif. Et c'est doublement significatif. C'est qu'on a attendu le 21e siècle. J'ai un trou quand je dois les citer.
veille, Ouais. évidemment. Et ce qui continue à m'étonner, c'est qu'il y ait seulement 6 femmes, et tout au XXe siècle, comme si en réalité les femmes n'avaient pas fait de philosophie avant le XXe siècle. Or, on se rend compte que c'est faux, que dès l'Antiquité, il y a des femmes qui font de la philosophie, qu'elles n'ont cessé de faire de la philosophie, qu'elles n'ont cessé d'être mises à l'écart quand elles faisaient de la philosophie, et que de nos jours encore, vous l'avez dit, ça suscite des polémiques de vouloir, comme vous l'avez précisé, peut-être réorganiser le corpus de la philosophie, ce qui rentre ou ce qui rentre pas dans la philosophie. C'est ça en réalité l'enjeu. C'est de montrer que notre histoire de la philosophie n'est pas historiquement exacte. Il manque la part des femmes. Donc en réalité, ce qu'on appelle l'histoire de la philosophie, c'est une reconstruction. Et puis, la deuxième chose sur laquelle je continue à m'interroger, c'est pourquoi les femmes philosophes ont existé, mais continuent à être oubliées. Ou en tout cas, moi je trouve plus intéressant de dire peut-être minorées, comme si c'était... Elle faisait de la philosophie, mais c'était moins important, moins marquant, moins historique, moins philosophique que lorsque les hommes font de la philosophie. Donc c'est ça le point de départ de ce livre. C'est que la philosophie reconnaisse une dette à l'égard de tous les philosophes. Et parmi ces philosophes, il y a des femmes. Alors la question que j'aurais voulu vous poser, Laurence de Villers, et je rappelle que nous parlons de cet ouvrage, ce que la philosophie faite aux femmes, doit aux femmes, et de savoir, est-ce que c'est vraiment une pensée oubliée ou est-ce que c'est une pensée qui s'est coulée dans d'autres interstices, c'est-à-dire qui s'est élaborée et qui a eu une influence indirecte. Et je citerai un exemple pour aller dans le sens de vos domaines de spécialité, c'est Élisabeth de Bohême avec Descartes. On peut penser aussi à Héloïse et Abélard, par exemple. Mais Élisabeth de Bohême, finalement, à laquelle on dit souvent qu'on doit le traité des passions de Descartes. On pourrait aussi parler de Germaine de Staël. Et on pourrait aussi parler de Virginia Woolf, qui est une écrivaine, mais qui, en même temps, je trouve, est une philosophe. L'idée d'une chambre à soi. Finalement, l'idée que les femmes font de la philosophie depuis un autre lieu et peut-être autrement. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement le constat que la femme philosophe a souvent été effacée au profit de l'homme philosophe. Comme si elle ne faisait que lui donner la réplique, ou en tout cas le conseiller dans les coulisses. Par exemple, Élisabeth de Bohême, donc au XVIIe siècle, qui est une correspondante de Descartes, on ne la lisait, si on la lisait, qu'en fonction de Descartes. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'était importante que si ce qu'elle avait pu échanger avec Descartes avait de l'importance pour la philosophie de Descartes. Alors, c'est moi qui ai eu à charge cet auteur, donc XVIIe siècle, et j'ai essayé... donc il y a un véritable exercice philosophique aussi qui est en jeu. Hein. On s'interroge sur comment faire de la philosophie. Et donc j'ai essayé de la lire pour elle-même. Alors, jusqu'à un certain point, puisqu'elle correspond avec Descartes, donc on ne peut pas oublier avec qui elle parle. Mais de lire la philosophie qui était contenue dans sa correspondance avec Descartes, parce que la plupart du temps, quand on étudie Élisabeth de Bohême, mais c'est valable pour d'autres femmes philosophes, on étudie la manière dont Descartes ou un homme philosophe a pu ou s'emparer de ces questions, voire de ces idées, ou y répondre. Et pour Descartes et Élisabeth, généralement, on étudie les objections qu'Élisabeth a pu faire à une des grandes thèses de Descartes qu'on connaît sous le nom « séparation de l'âme et du corps », alors qu'en réalité, Descartes soutient leur union. Comment l'âme, qui ne fait une seule chose, c'est penser, peut être intimement unie à un corps qui ne fait qu'occuper de l'espace. C'est un véritable problème. C'est le problème de l'homme. Donc on étudie Élisabeth uniquement dans cette optique. Et moi j'ai essayé de faire autrement, d'une certaine façon à rebrousse-poil, et de voir quelle est la philosophie d'Élisabeth. Et j'ai trouvé que... C'est une hypothèse de travail, hein, et j'ai trouvé qu'il y en avait une qui était intéressante. Élisabeth ne cesse de demander à la philosophie, et pas seulement à Descartes, qu'est-ce que ça veut dire être à la hauteur de ce qui nous arrive ?
parce qu'Élisabeth qui a une vie assez compliquée, avec dans sa famille de l'exil, un roi guillotiné en Angleterre, hein, bien avant le roi français. Donc Élisabeth ne cesse de penser l'épreuve, la vie comme épreuve. Et ça, j'ai trouvé qu'elle ne le devait pas à Descartes, ou alors elle devait à Descartes de pouvoir lui exposer. Donc c'est la prendre en compte pour elle-même. Vous parliez d'Abélard ben oui, c'est Héloïse qui s'efface au profit d'Abélard. Dans un autre domaine, c'est Marguerite Porrette, une mystique qui s'efface au profit de Maître Eckhart. C'est Germaine de Staël qui s'efface au profit de Benjamin Constant. Donc c'est comme est-ce qu'elle s'efface vraiment, ou alors on peut dire que finalement elle s'approprie. Moi, je trouve qu'il y a chez ces femmes, finalement, une certaine phénoménologie de l'universel. C'est-à-dire qu'elles s'approprient un lieu, elles s'approprient un espace qui est aussi un espace de pensée qui leur permet de penser le monde, tout en ayant parfaitement conscience qu'elles le font différemment des hommes. Oui, alors ça, c'est une question dont on a beaucoup discuté. Laurence et moi, et puis avec nos contributrices et co-auteurs, je pense qu'il y a deux choses. Il y a quand même la femme philosophe s'efface, parce que je crois qu'est attachée à la philosophie écrite par une femme l'idée que ça particularise quelque chose qui serait plus universel et qui serait écrit par des hommes. Il y a quand même ce que j'appelle un phénomène de délégitimation. C'est-à-dire que même quand la femme est auteure, quand elle est visible, ça ne suffit pas, on ne lui accorde pas le même crédit qu'un homme. Et puis, il y a ce que vous dites, sur lequel on a cessé de s'interroger en écrivant ce livre. Est-ce que ces femmes sont des philosophes comme les autres ? Ou est-ce que le lieu qu'elles occupent, vous avez dit à l'endroit où elles sont, est-ce que leur mise à l'écart, ou ce que j'appelle leur délégitimation, font qu'elles écrivent une philosophie particulière? Non pas qu'elles seraient féminines, comme s'il y avait une essence féminine et une manière féminine de faire de la philosophie, mais l'assignation à demeure, qui est quand même la leur, hein, comme si les femmes devaient être cantonnées au domaine domestique du foyer, est-ce que ça fait qu'elles mettent au jour une philosophie différente? Oui, et ça irait dans votre sens, et non. Je commence par le non, si vous êtes d'accord. Non, parce que ces femmes font de la philosophie. Elles sont philosophes. C'est-à-dire que, je prends Hannah Arendt, par exemple, elle ne s'est pas du tout posé la question de la condition féminine. Ça ne l'a pas intéressée. C'était pas un sujet pour elle. Elle n'a jamais voulu être limitée, cantonnée à ce sujet. Et pourtant, c'est quand même, on ne dira pas le contraire, un philosophe essentiel, Hannah Arendt, qui relie toute la tradition philosophique, donc elle s'inscrit dans l'histoire de la philosophie. Mais elle ne revendique même pas, elle-même, d'être une femme qui fait de la philosophie. C'est d'autant plus intéressant. Ça veut dire que, comme vous le disiez, il y a un rapport à l'universel. Elles se veulent porteurs d'universel au même titre que les hommes. Maintenant, la situation particulière dans laquelle se trouvent ces femmes, si je pense à mon siècle, le 17e, Gabrielle Suchon, par exemple, qui est totalement oubliée, hein, mais qui a vraiment une œuvre, et qui a des concepts, le fait qu'elle pense une société dans laquelle la liberté n'est pas pour tous. Le concept très fort de Gabrielle Suchon, c'est la liberté. Si la liberté n'est pas la même pour tous, n'est pas la même pour les hommes et pour les femmes, ça veut dire qu'on est dans une société inégalitaire, et inégalitaire à tel point que la femme, quelle que soit la situation dans laquelle elle se trouvera, elle sera sous tutelle. D'un homme, d'un père, d'un frère, d'un directeur de conscience, elle parle de directeur spirituel hein, dans le christianisme, et donc elle va prôner un mode de vie qui, pour l'instant, dit-elle, est le seul qui permette à une femme de conserver, je reprends vos termes, une chambre à soi, c'est-à-dire de conserver une liberté. Et c'est ce qu'elle appelle le célibat volontaire. Il faut un célibat qui soit totalement assumé et revendiqué. Donc oui, elle pense différemment parce qu'elle se trouve être une femme. Et donc elle a une vision, elle n'est pas la seule, hein, elle a une vision de la société qui est à la fois universelle, philosophique, et en même temps qui est une philosophie située. Elle est privée de cette liberté. Donc elle pense la servitude. Elle pense ce que ça veut dire. Voilà, je le dirais comme ça, si vous permettez, Perrine. Elle pense ce que c'est qu'être assujetti quand on est pourtant un sujet comme un autre. Et donc elle va mettre en place des conditions à partir desquelles une femme
peut revendiquer d'être un sujet comme un autre. Et encore une fois, elle n'est pas la seule, hein, mais c'est très frappant avec Gabrielle Suchon. Alors, je ne voudrais pas que nos auditeurs, Laurence de Villers, pensent que ce livre, Ce que la philosophie doit aux femmes, est un dictionnaire. En réalité, je dirais qu'il se lit comme un roman et comme un roman contemporain, mais un roman qui part de l'Antiquité. Pourquoi je dis ça? Parce que d'abord, il y a des partis pris dans cet ouvrage. Le fait que toutes les contributeurs soient des contributrices. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hommes. Alors, c'était pas volontaire. C'était pas volontaire. Non, mais c'est trop. Vraiment, ça, c'était. Il y a des partis pris, ça, on va y venir, hein, mais le fait qu'il n'y ait que des contributrices, alors ça. C'est un état de fait, mais on avait pensé au départ, et puis il y a eu des désistements, à des contributeurs. Bon, d'accord. Alors, le parcours que vous proposez, qui me paraît dans un sens abondé dans ce qu'on dit en général sur les femmes et la philosophie féminine aujourd'hui, à savoir un parcours qui part de la mystique, enfin qui part de l'Antiquité, puis de la mystique, qui passe par la raison et qui arrive au corps. Est-ce que finalement, l'image que vous donnez de cette philosophie féminine n'est pas, je dirais, une image un peu mainstream, c'est-à-dire ce à quoi on pense aujourd'hui quand on pense le Caire, la philosophie sociale Oui. C'est une excellente remarque parce que effectivement, le fait que d'inclure des femmes philosophes dans cette histoire de la philosophie aurait peut-être demandé non seulement de changer son corpus, donc d'ajouter des œuvres et des auteurs, mais de bouleverser la thématisation de la philosophie. C'est possible. On aurait peut-être dû présenter une histoire de la philosophie qui ne suive pas finalement ce chemin qui va de l'Antiquité à la modernité rationnelle avec le cartésianisme, et puis le retournement avec une prise en compte du corps davantage que la raison, et puis aboutir à finalement la nature, la prise en compte de la nature, parce qu'il y a l'écoféminisme, par exemple, la rencontre entre écologie et féminisme. Oui. Bah oui, peut-être, vous avez raison. On aurait dû vous demander de nous aider à bouleverser davantage les choses. Mais encore une fois, je pense que en réalité, alors vous avez raison de dire que c'est pas un dictionnaire, c'est vraiment une histoire de la philosophie. Et je crois que du début à la fin, de l'Antiquité à nos jours, parce qu'on a voulu inclure, j'y tenais particulièrement avec Marie Chartron, qui est la contributrice qui a eu à charge ce dossier-là, de penser la philosophie la plus contemporaine. Donc après MeToo, avant MeToo, avec le phénomène MeToo, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça apporte à la philosophie, et après. Mais encore une fois, je pense que ce qui est en cause, c'est ce qu'on entend par philosophie. Qu'est-ce que c'est que la philosophie? En fait, on n'a rien fait d'autre que d'écrire une autre histoire de la philosophie. Parce que je crois, et c'est peut-être spécifique à la philosophie, que son histoire n'est jamais totalement ni philosophique, suffisamment, si c'est votre objection, ni suffisamment historique. Par exemple, les mystiques. Dans une histoire de la philosophie, les mystiques, généralement, n'ont pas de place. Alors, il me semble que c'est une erreur, parce que les mystiques, quand elles ont pensé l'amour de Dieu, l'amitié, quand elles ont pensé le désintéressement, qui est une forme supérieure d'amour, quand elles ont pensé la sensibilité, est-ce qu'il faut aimer avec des sentiments, est-ce qu'il y a un amour encore plus pur qui ne devrait plus rien aux sentiments, quand elles ont thématisé cet amour, elles ont fait de la philosophie. Elles ont conceptualisé la volonté. Donc, vous voyez, le fait d'inscrire la mystique dans une histoire de la philosophie, oui, c'est un parti pris. Le parti pris aussi d'inclure MeToo, de se dire que la philosophie, maintenant, doit penser le sujet. Je crois que ça, c'est une constante. Moi, il me semble qu'une des constantes, c'était à quelles conditions on est un sujet autosuffisant, libre, autonome, et en situation d'égalité. Alors oui, ça demande peut-être d'aller plus loin que ce que nous avons fait et de penser autrement la lignée de la philosophie. Alors, il n'y avait pas du tout, Laurence de Villers, une critique dans mes propos. Au contraire, je trouve quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que cet ouvrage, Ce que la philosophie doit aux femmes, n'est pas un ouvrage de féministe et n'est pas un ouvrage féministe.
Je voudrais que vous nous disiez quelques mots très rapidement, peut-être des figures dont on peut s'étonner qu'elles soient là parce qu'elles sont tellement contemporaines, d'Isabelle Stengers et Catherine Larère, mais vraiment en quelques minutes. Alors, ce n'est pas un livre d'histoire de la pensée féminine. Ce n'est pas un livre d'histoire de la philosophie féminine. Et ce n'est pas un livre d'histoire du féminisme ou de la philosophie du féminisme. J'irais même un peu, je tordrais le bâton dans l'autre sens, je dirais que c'est d'autant plus intéressant d'étudier la philosophie de femmes qui ne se sont jamais revendiquées comme féministes ou féminines. Jamais. Donc c'est vraiment l'idée d'étudier des femmes philosophes. Il y a des philosophes très contemporaines. Une des idées que nous avons eues, c'était de demander à des philosophes vivantes aujourd'hui de dire en quoi des femmes philosophes ont ouvert des chantiers en philosophie, en quoi elles ont, au lieu de particulariser l'universalité de la philosophie, elles l'ont enrichie. C'est le cas de Catherine Larère, qui pense... donc travaille sur l'environnement. Qui travaille sur l'environnement, et même sur la question animale, avec l'idée qu'il pourrait y avoir un pacte, comme il y a eu un contrat social, et qu'il faudrait penser une autre forme de contrat. Un contrat naturel. Un contrat naturel, qui inclurait les fleuves, les rivières, la mer, les fonds marins et les animaux. Donc on lui a demandé, elle, de prendre la parole. C'est-à-dire qu'on s'est dit que ce livre était l'occasion pour ces philosophes contemporaines de revenir sur leurs travaux et de les inscrire dans l'histoire, parce que c'est une histoire de la philosophie. D'une certaine façon, moi, j'ai été frappée de voir des convergences entre une auteure, une philosophe du XVIe siècle, Marie de Gournay, et Nancy Fraser, qui appartient à la philosophie du Caire, aujourd'hui. Ça paraît banal de dire qu'on a l'impression que ces auteurs anciennes ou anciens disent des choses qui pourraient être contemporaines. Mais c'est ça, la phénoménologie de l'universel de la philosophie. Je crois que c'est ça la force de la philosophie. C'est de faire que des auteurs contemporaines nous aident à lire des auteurs plus anciens en se disant il y a une constante, il y a quelque chose. Et puis, j'insiste, il y a vraiment un parti pris parce qu'on a laissé carte blanche aux contributrices. C'est-à-dire qu'on savait qu'on voulait parler de certains sujets, alors on savait qu'on voulait inscrire MeToo comme un phénomène philosophique aussi, et pas seulement, mais à l'intérieur de ces chapitres qu'on a confiés aux contributrices, libre à elles. Il y a eu à la fois une demande de rigueur philosophique, donc de vraiment faire de la philosophie, et à côté de cette exigence-là, une totale liberté. Alors peut-être une dernière question, Laurence de Villers. Qu'est-ce que ce livre a changé dans votre regard sur la philosophie et sur votre métier? Plusieurs choses. C'est-à-dire que j'ai compris, grâce à des questions de mes étudiants, que j'avais été une femme qui fait de la philosophie. Je vous l'explique, c'est que il y a 2 ans, lors du dernier cours que je donnais en droit, à l'université de Paris 1, le dernier cours était laissé aux questions qu'on n'aurait pas encore traitées, et mes étudiants, donc étudiantes et étudiants, les deux, m'ont demandé mais c'est quoi être une femme et faire de la philosophie? Et en fait, il y a eu un grand blanc, parce que je m'étais jamais posé la question comme ça. Et en fait, ce livre doit aussi beaucoup à cette question qu'on m'a posée. Donc je suis revenue sur mon propre parcours. J'ai beaucoup appris. J'ai découvert des auteurs que je connaissais pas. Je connaissais pas, et je suis pas la seule. L'écoféminisme, il y avait toute une partie du Caire, sa dimension plus politique, que je ne connaissais pas. Et puis, j'ai eu une élève cette année, une étudiante, qui m'a dit qu'elle voulait... chaque année, je demande à un étudiant d'adopter un philosophe pour l'année, qui sera un peu son compagnon. Et là, j'ai eu une étudiante qui a dit « Mais moi, je veux pas adopter un philosophe, je veux adopter une philosophe. » Eh ben, je me suis dit, c'est bien, c'est gagné. Merci beaucoup, Laurence de Villers. Je rappelle le titre de votre ouvrage, de l'ouvrage que vous co-dirigez avec Laurence Hansen-Love, « Ce que la philosophie doit aux femmes ». Et je voudrais finir cette émission, si vous me le permettez, par une dédicace à un homme.
qui vient de disparaître, Claude Rivlin. Je pense que beaucoup d'entre nous l'ont connu ici pour leur plus grand bonheur. Claude Rivlin était un grand savant, Claude Rivlin était un grand érudit, et Claude Rivlin était un grand professeur. Et c'est ce qu'on dit chez nous. Claude Rivlin était vraiment un mensch. Je crois que c'est quelqu'un qui nous aura tous appris à penser de façon intelligente le religieux et le sacré. Et évidemment, il nous manquera beaucoup. Et nous adressons toutes nos condoléances à sa femme Janine et à ses enfants. Merci Laurence de Villers. Et je rappelle donc le titre de votre ouvrage, en espérant avoir donné envie à nos auditeurs de se précipiter, Ce que la philosophie doit aux femmes. Encore une fois, il faut le lire comme un roman philosophique actuel. Merci de l'invitation.